Je vous fais ici le pari que très bientôt, l'humanité, notre espèce, deviendra végane. Ah! Nous voici en 2049. Voici quelques images de notre quotidien. L'Assemblée mondiale vient de voter un menu unique dans les collectivités et cantines scolaires, bourré de protéines et plein de bonnes choses pour la santé. On sert la même chose dans les grands restaurants. Voici Adrien, devenu champion du monde de culturisme. Voici les Vosges, que les véganes ont entièrement brouté. Je vous présente Sébastien, qui a voulu garder l'anonymat, un des derniers terroristes véganes qui va bientôt tenter de détruire un des derniers parkings de grande surface. L'espérance de vie a légèrement chuté suite à la disparition des protéines. Nous ne nous déplaçons plus qu'en transport vegan. Ici la Renault végane. Voici un artiste célèbre qui a joyeusement ouvert la voie vers le véganisme et inspiré des millions d'autres personnes. Et enfin, la série The Walking Vegans fait un carton. Allez, on arrête avec ces clichés et on devient un peu sérieux. Je vous parle ici en tant que chercheur. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la recherche en intelligence collective, une nouvelle discipline scientifique qui explore comment et pourquoi les êtres vivants collaborent, les humains comme les non-humains. Il y a dans tout ça une question qui occupe mes journées et mes nuits. Une question qui me fait me lever le matin. Quelle construction et représentation du monde la société humaine va-t-elle partager ces prochaines années et décennies? Et surtout, comment la conscience va évoluer? Comme je n'ai qu'un temps limité, je vais vous parler d'une évolution spécifique qui m'apparaît comme une des plus proches et des plus probables, celle que j'ai évoquée au début, l'évolution vers le véganisme. Un chemin que j'explore dans ma vie personnelle depuis de nombreuses années et que je documente dans le cadre de ma vie de chercheur. Mais commençons par le commencement. Que veut vraiment dire le véganisme? Beaucoup d'entre vous pensent peut-être qu'il s'agit d'un régime alimentaire. Alors oui, ça en fait partie, mais ça va bien au-delà. On pourrait définir le véganisme comme une éthique. Une éthique où l'on estime qu'il n'y a aucune raison valable d'exploiter ou de tuer d'autres êtres vivants et sensibles si on n'a pas besoin de le faire. Si on n'a pas besoin de le faire. Et avons-nous besoin de le faire? Il ne faut donc pas voir ça comme une ligne dure avec les véganes d'un côté, les omnivores de l'autre, mais comme une tendance, un tropisme, un chemin. Finalement, la plupart des humains n'ont naturellement pas envie de faire du mal aux animaux. La plupart d'entre nous se trouvent quelque part sur ce chemin de compassion. Avez-vous envie d'éviscérer cette poule? Avez-vous envie d'égorger ce cochon? Avez-vous envie de leur retirer leurs petits? Salivez-vous à l'idée de planter vos canines dans la chair de ces moutons? Ou bien levez la main si vous avez juste envie de connecter avec eux. Si vous ressentez une empathie, une tendresse, quelque chose de commun que nous partageons avec ces êtres. Eh bien, je vois qu'il y a beaucoup de véganes dans cette salle. Nous avons, pour la plupart, naturellement envie de connecter avec les autres êtres, sensibles comme nous, ce que je viens de vous montrer, et tant d'autres. Domestiqués ou restés à l'état sauvage, à minima, nous ne souhaitons pas leur faire de mal. On va peut-être laisser de côté celui-là. Contrairement à ce que j'entends souvent dans les conversations sur le sujet, le véganisme ne dit pas qu'un humain vaut une vache, qui vaut un cochon, qui vaut un mouton, qui vaut un perroquet, qui vaut un escargot. Non, les véganes ne veulent pas donner le permis de conduire aux poules, ni le droit de vote aux vaches. Il s'agit simplement de reconnaître le droit de vivre aux animaux, tout comme les droits de l'homme garantissent le droit de vivre aux humains, peu importe leur origine, leur sexe, leur religion, leur couleur de peau, leur capacité, leur compte en banque.
Enfin non, peut-être pas le compte en banque quand même. Les apports du droit engagent ce qu'on appelle une égalité de considération, qui permet précisément aux autres êtres différents, de coexister. L'égalité de considération. Donc, concrètement, une personne végane ne mange plus les animaux, ne mange plus ce qu'ils produisent, lait, œufs, miel, ne porte plus de cuir ni de laine, s'oppose à la chasse de loisirs, soutient les alternatives à l'expérimentation animale, condamne la corrida et toute forme de spectacle martyrisant les animaux. Ne plus ci, ne plus ça. Remarquez comment, en parlant du véganisme, je ne fais que vous lister tout ce qui va disparaître du monde qu'on connaît, tout ce dont on va se priver, sans pour autant décrire les gains et les avantages potentiels, personnels et collectifs de faire un tel choix. Notons que nous avons tendance à utiliser le monde connu comme référentiel pour parler des choses inconnues, ce qui les rend encore plus inaccessibles et souvent plus effrayantes que désirables. Raison pour laquelle, lorsque j'entends les conversations sur le véganisme autour de moi, je vois beaucoup de gens se braquer et s'imaginer des choses assez proches des images que celles que je vous ai montrées en introduction. Alors justement, à quoi ressemblerait un monde vegan, concrètement? Dans ce monde-là, on a rendu aux animaux sauvages et aux écosystèmes 25% des surfaces agricoles aujourd'hui cultivées. 25%. Et si on y ajoute les pâturages et les zones d'élevage extensifs, alors on a rendu à la nature 80% des espaces que nous exploitions auparavant. Partout les forêts repoussent. On voit même le retour de grands animaux sauvages au cœur même de l'Europe. Les océans se repeuplent, poissons, végétaux, plancton, et retrouvent peu à peu leur taux d'acidité normal. Comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Eh bien, allons visiter quelques chiffres. Aujourd'hui, à votre avis, quel pourcentage de la production agricole mondiale va dans nos assiettes? 80%? La moitié? 21% seulement. 21%. Et oui, 53% des sols cultivés dans le monde servent à nourrir non pas les humains, mais les animaux que les humains vont manger ou exploiter. 10% vont à l'industrie, comme la production de biocarburants, de fibres textiles et autres matériaux divers, et 16% partent en gaspillage. Pour 1 calorie de source animale dans notre assiette, il aura fallu auparavant produire 7 à 8 calories végétales pour le dit animal. Et je ne vous parle pas de l'utilisation de l'eau. Tout un sujet. Pas terrible hein, comme rendement, vous ne trouvez pas? Plus rien de tout ça dans un monde vegan. Côté santé, notre espérance de vie a augmenté de 6 ans, sans qu'on ait à payer un seul upgrade transhumaniste à Google ou Amazon ou un autre. La plupart des maladies de civilisation consumériste ont fortement diminué. Hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, coronariennes, cancer. Toutes les institutions ont rejoint la position de l'American Dietetic Association, la plus grande, avec plus de 100 000 membres dans le monde, qui formulait dès 2009 qu'un régime végétal s'avère meilleur pour la santé à tous les âges de la vie, y compris pour les enfants, les femmes enceintes et les athlètes. Novak Djokovic, vegan, et considéré par beaucoup comme le plus grand tennisman de tous les temps, ne vous dira pas le contraire. Côté dames, toujours dans le tennis, citons Venus Williams. Et l'un des hommes les plus forts du monde, Patrick Baboumian, qui nous rappelle que les animaux les plus forts, les gorilles, les buffles, les éléphants, et lui-même, mangent des végétaux. Partout dans le monde, dans les années 2020, des personnalités publiques ont ouvert la voie et inspiré des millions de gens. Athlètes, chanteurs et chanteuses, acteurs et actrices, personnalités politiques, grands chefs cuisiniers. Terminer aussi les zoonoses et autres pandémies potentiellement provoquées dans le passé par l'élevage intensif et la destruction des écosystèmes. Rappelons que chaque élevage intensif représentait une bombe pandémique potentielle. Last but not least, nous avons inversé la tendance du réchauffement climatique. 2 causes principales ont contribué à cette inversion. Le fait d'avoir stoppé les émissions massives de méthane qui provenaient des animaux d'élevage
et le fait de la séquestration carbone engendrée par la restauration des écosystèmes. Je viens donc de vous présenter un monde devenu non seulement vivable, mais également beau. Une planète dont l'une des espèces a décidé de prendre soin des autres et de protéger la vie. Cela relève-t-il d'un mouvement politique? Non. De technologie high-tech? Non plus. Juste d'un simple pas de côté que chacun peut réaliser ici, maintenant. Non pas par des privations, de la décroissance, de la sobriété plus ou moins heureuse, ou des technologies qui n'existent pas encore, mais par un simple upgrade de notre vision du monde. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu une conversation, une de ces nombreuses conversations avec une amie sur le véganisme. Comme tant de gens, elle sait très bien la souffrance intolérable qu'on inflige aux animaux. Comme 21% des Français déjà, elle sait très bien qu'on n'a pas besoin de manger des animaux. Elle concède qu'il n'y a aucune raison rationnelle pour elle de rester carniste. Alors, pourquoi ne changes-tu pas? Lui ai-je demandé. Qu'y a-t-il qui te retient? La peur. Quelle peur? J'ai peur de mettre le doigt dans un engrenage. J'ai peur de la nouvelle personne que je vais devenir si je m'ouvre vraiment à la question. Peur de ne plus pouvoir partager des barbecues, des restos avec des amis. Peur de comment ça va se passer avec mes enfants et mon mari. Peur qu'on me regarde de manière bizarre au travail. Peur de ne pas savoir cuisiner. Donc ton esprit évalue tout ce qu'il va perdre, correct? En effet. Et comment te sens-tu par rapport à cette situation? Mal, je chemine, mais je sais qu'un jour je vais devoir faire le pas. Mais je gagne du temps, et puis comme personne ne m'y pousse vraiment... Voilà. Mon amie, comme tant d'autres, n'a pas l'imaginaire du monde d'après. Elle ne pense qu'à ce qu'elle va perdre dans le monde présent. Alors pourquoi bouger? Probablement que beaucoup d'entre vous vivent une expérience similaire. Une expérience intérieure pas très agréable, peut-être en ce moment même. La dissonance cognitive. Elle se produit lorsqu'il y a incohérence entre différents espaces cognitifs à l'intérieur de nous. Des logiques qui s'opposent et s'affrontent. Dans le présent, l'une dit « je ne veux pas faire souffrir les animaux » et l'autre dit « je mange les animaux ». Beaucoup essayent de résoudre ce conflit intérieur en affirmant qu'on peut manger des animaux sans les faire souffrir. Discours que nous servent les lobbies agroalimentaires, ils tirent probablement là leur dernière cartouche. Concrètement, cela impliquerait que nous ne mangerions plus que les animaux élevés en plein air, donc en élevage extensif. Si vous souhaitez que tout le monde puisse les manger, les animaux, alors il faudra rationner. Vous mangerez de la viande peut-être une fois par mois, et elle vaudra très très cher, sans qu'on ait pour autant résolu les questions d'environnement dont je vous parlais. Cela vaut-il vraiment le coup? La dissonance cognitive met à mal notre besoin d'intégrité personnelle. Et lorsque quelqu'un de notre entourage commence à pointer une dissonance cognitive chez nous, on a un peu envie de l'assassiner, car on se retrouve un peu comme un gamin pris la main dans le pot de confiture. Si vous considérez que les animaux ont le droit de vivre comme nous, et si vous mettez un doigt dans la rationalité pour examiner vraiment la question du véganisme, avec votre raison, de manière impartiale, alors vous cheminerez vers le véganisme. Oubliez tout ce que je vous ai dit, pensez par vous-même, investiguez, testez, lisez les publications scientifiques, les conséquences de l'élevage sur le climat, la santé, les recherches sur la sensibilité des animaux, regardez les nombreux documentaires disponibles sur Internet, et vous deviendrez vegan. Car il n'y a plus rien aujourd'hui d'opposable à la rationalité. Mais, parce qu'il y a un mais parce que la raison représente un terrifiant engrenage, on le sait bien, elle nous fait peur. La raison nous fait grandir, elle nous transforme. Avons-nous envie de la raison lorsque rien ne nous y incite? Surtout pas la matrice sociale dans laquelle on vit. Alors,
même si l'approche rationnelle joue un rôle essentiel dans nos prises de conscience, nous restons des êtres qui ne bougeons qu'une fois que les émotions nous y poussent, par réaction. Les mouvements progressistes au cours de l'histoire ont tous connu cette séquence et n'en ont pas fini. On parle bien d'anti-racisme, de non-violence, d'antispécisme ou d'abolition de ci ou de ça. Cela ne nous dit pas grand-chose du monde d'après. Mais que se passerait-il si nous agissions par désir, par création? À quoi ressemblerait une humanité devenue végane, une fois passé l'océan fantasmatique des peurs? Quel narratif partagerions-nous? Vous voyez en quoi cette question relève de l'intelligence collective. Tout se joue dans nos représentations mentales partagées. Il reste donc au véganisme, au-delà de son évidence rationnelle, à construire la vision créatrice qui nous le fait voir enfin ce monde désirable, et à portée de fourchette, ce que je viens de tenter de faire. Mais je sais que ça ne suffit pas. Pas encore. Finalement, oubliez tout ce que je vous ai dit. Tout. Écoutez votre cœur. Et là, seulement là, se trouve la force du mouvement. Le mental trouvera toujours les raisons a posteriori pour justifier nos évolutions ou nos immobilismes. Lorsqu'il disait « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », parce qu'elle faisait exactement allusion à ce mouvement du cœur. Il savait qu'il existe en nous une intelligence au-delà de la rationalité, non pas irrationnelle, mais transrationnelle. Ça nous amène plus loin encore, une connaissance, une transcendance, une aimantation vers un soi plus vaste, plus grand, plus universel que nous voulons devenir. Un soi capable d'inclure plus d'autres que soi dans son psychisme, dans sa pensée, dans son cœur. Ici, nous parlons des animaux non humains. Alors, donnez-vous du temps à vous-même. Prenez soin de vous. Ne vous jugez pas. Ne culpabilisez pas. Ne devenez pas un tyran de vous-même. Écoutez simplement ce mouvement du cœur. Ce mouvement évolutionnaire qui existe en vous, en nous, cette petite voix intérieure qui sait. Faites-lui confiance. Elle vous mènera vers la plus grande des aventures, l'évolution de vous-même. Merci.